Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la campagne des législatives. On va passer au crible les programmes économiques des partis, alors que Bruxelles a lancé une procédure pour déficit excessif contre la France, ainsi que 6 autres pays européens. La contrainte budgétaire est forte pour l'Hexagone. Les leaders des partis, Jordan Bardella, Édouard Philippe ou encore Boris Vallaud, ont présenté leur programme au MEDEF ce matin. Le nouveau Front populaire demande un effort aux milliardaires. Le Rassemblement national veut rassurer sur les dépenses. Et Édouard Philippe met en avant son côté pro-business. Pour Patrick Martin, le patron du MEDEF, le RN et le nouveau Front populaire sont, je cite, dangereux pour l'économie. Le pays est trop fragile pour se lancer dans des aventures périlleuses, a-t-il affirmé dans une interview au journal Le Figaro. Gabriel Attal a attaqué les programmes de ses adversaires, jugés trop dépensiers, a-t-il dit. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, quoi qu'il arrive, a-t-il ajouté. Il appelle d'ailleurs les Français, Gabriel Attal, à le choisir comme Premier ministre dès le premier tour. Alors, quelle est la marge de manœuvre des différents partis face à la procédure pour déficit excessif lancée par Bruxelles? Quels sont les programmes économiques, pouvoir d'achat, retraite, emploi? Leurs propositions sont-elles crédibles? Sont-elles financées? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Coria. Bonsoir. Bonsoir. Économiste et cofondateur des économistes atterrés, auteur de Le bien commun, le climat et le marché. Et c'est édité au Lien qui libère. Nous avons avec nous ce soir Ludovic Subran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, chef économiste chez Allianz, et vous êtes également membre du Conseil d'analyse économique. Bienvenue. Nous avons Alexandre Baradez avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes responsable analyse des marchés pour IG France. Vous allez nous parler justement des réactions des marchés. Et puis nous attendons donc une quatrième invitée, Anne-Sophie Alsif, qui a un petit peu de retard. Elle va nous rejoindre, eh bien, j'espère, dans quelques minutes. Les leaders des partis, je vous le disais donc, ont présenté leur programme au MEDEF ainsi qu'à d'autres représentations patronales ce matin. On va d'abord faire un point en images avec Caroline Motte. Les patrons aiment plutôt la discrétion. Mais ce matin, l'arrivée de Jordan Bardella, puis d'Éric Ciotti, est un petit événement médiatique. Éric Ciotti, c'est la lune de miel avec Jordan Bardella? C'est la première fois que les deux hommes s'affichent côte à côte. Objectif, séduire les patrons inquiets par le programme économique de l'extrême droite. J'ai compris en venant ici devant vous aujourd'hui qu'il fallait que je rassure. À chacun son rôle. Jordan Bardella joue la prudence, quand Éric Ciotti donne des gages aux patrons. Le gouvernement qui sera constitué à l'issue de ces élections législatives va hériter d'une situation budgétaire et financière de quasi-faillite. Je crois en la liberté économique. J'oserais dire que je suis libéral. Rien ne sera possible si nous ne réduisons pas drastiquement nos dépenses publiques. Les changements de pied du RN, notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites, déplaisent à de nombreux patrons. Ce sont des programmes qui sont complètement déséquilibrés au plan budgétaire, qui vont générer des taxes supplémentaires sur les entreprises et donc qui vont avoir un impact très négatif. Le programme de la gauche aussi est passé au crible. Le socialiste Boris Vallaud demande aux patrons d'être solidaires. Vous pouvez lever la main, les milliardaires, et je m'excuserai auprès de vous de l'effort que je vous demande, de solidarité et du patriotisme économique que je vous demande. Sans surprise, Édouard Philippe souhaite renforcer la logique pro-entreprise du gouvernement. Quant à Bruno Le Maire, il s'autorise une mise en garde. Je demande simplement à tous les chefs d'entreprise et au-delà, à tous les salariés, à tous les Français, de regarder la réalité des actes. Ne vous laissez pas avoir par les belles paroles. Des auditions cruciales à 10 jours du premier tour des élections législatives, alors que le MEDEF affiche son scepticisme face au programme des extrêmes. Ma question portera justement sur les investissements. Ces présentations au MEDEF, alors que plane sur la France une procédure de déficit excessif de l'Union européenne. La contrainte budgétaire est donc forte. On va regarder ça tout de suite. Le déficit public en pourcentage du PIB, il est de 5,5%, donc bien au-dessus de ce qui est autorisé à Bruxelles. Et puis la dette publique, vous allez le voir, elle est à 110%, plus de 110% du PIB. Le déficit public, d'ailleurs, était de 154 milliards d'euros. Les dépenses et les recettes ont par ailleurs légèrement baissé en 2023. Ludovic Subran, avant de revenir sur l'intégralité de ces programmes, Bruxelles a lancé cette procédure de déficit excessif en pleine campagne des législatives. C'est une contrainte qui pèse sur l'ensemble des candidats. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle procédure ?
Alors, les conséquences, c'est une sanction à hauteur de 0,1% du PIB, donc 2,5 milliards d'euros. Mais voilà. Donc la France pourrait être sanctionnée, c'est-à-dire que le candidat qui va gagner là pourrait connaître cette sanction de 2,5 milliards. Oui, alors il faut que ça soit voté, c'est un peu compliqué. Il y a une petite procédure européenne comme on les connaît, mais il y a deux choses à dire. La première, c'est le côté complètement Frankenstein des institutions. C'est-à-dire qu'on est au lendemain d'élections européennes, il n'y a pas de commission, et ils choisissent ce moment-là pour mettre un petit peu de bazar dans, je dirais, les politiques internes des pays. Donc il n'y a pas que nous, il y a l'Italie, il y a la Belgique, on est bien entourés, mais je trouve que c'est vraiment le pire timing. Nous, on en avait parlé déjà en mars, parce qu'en fait, c'était déjà écrit, puisque c'était face aux nouvelles règles budgétaires, il fallait trouver... fallait regarder en face les déficits excessifs. Le timing n'est pas le bon. Le timing n'est pas bon, surtout qu'on voit un petit peu comment les marchés ont réagi. Et le deuxième sujet, c'est qu'en effet, antebellum, enfin ante-bordellum surtout, il fallait trouver à peu près 112 milliards. C'était un peu ça l'effort de consolidation budgétaire. Très peu de pays ont fait ces efforts-là. La dernière fois que la France l'a fait, c'était 2011-2016. On sait que c'était sous François Hollande et c'était 2 tiers hausse d'impôts, 1 tiers baisse de dépenses et que c'était pas très joyeux puisqu'on avait zéro croissance pendant quelques temps. Donc en fait, on était avant la dissolution et donc la présentation de ces programmes très dispendieux, etc. On était déjà dans une situation où il fallait faire d'énormes efforts. D'ailleurs, on ne savait pas comment les faire. Ça, c'est vraiment très important puisque le gouvernement disait on n'augmentera pas les impôts. Et en fait, qu'en baissant les taxes, c'est pas possible de le faire. Donc après, c'était voilà, on commençait, tout ça à géométrie variable, mais je tiens juste à dire, mauvais timing d'économie politique. Et puis, en effet, de toute façon, un effort qui était de 4 points de PIB en 4 ans et qui est énorme, en fait. Benjamin Corr, il y a une contrainte budgétaire importante. Oui, une contrainte budgétaire importante est pratiquement ingérable si on ne touche pas aux impôts. C'est-à-dire que le mantra de M. Le Maire, depuis de nombreuses années, qui est de non seulement pas toucher aux impôts, mais baisser les impôts sur le capital en permanence, a conduit à la catastrophe dans laquelle on est. Donc, faut pas, je suis assez d'accord avec le ton que vous avez employé, faut pas dramatiser ce qu'est en train de faire Bruxelles, mais en tout cas, l'avertissement clair, c'est que si on touche pas aux impôts, on va dans le mur, c'est clair. Alexandre Baradez, est-ce que ça veut dire qu'on pourra avoir une crise de la dette comme en 2009-2010 à cette époque ? Ne jamais dire jamais, mais à la fois les repères actuels du marché ne sont pas ceux-là pour l'instant. C'est-à-dire qu'après le choc comme de la dissolution, la vraie surprise marché que ça a été, il y a eu trois réactions si vous voulez. Sur le marché de la dette, ce qu'on a observé, c'est pas tant que la dette française a été vendue, les taux de 10 ans français, le taux de référence a un peu grimpé, mais au moment où on se parle, il est revenu sur les niveaux pré-dissolution. Donc il n'y a pas eu trop de ventes, même pas du tout, de dette française. C'est surtout par rapport à l'Allemagne que l'écart s'est creusé, où en revanche, on avait les investisseurs aller chercher la dette allemande. Il faut expliquer ce que ce spread en fait, entre la France et l'Allemagne est important à regarder. Mais alors c'est un écart, on regarde l'écart entre le taux de référence 10 ans français et le taux de référence 10 ans allemand. Le coût de financement de la dette, c'est combien l'État s'endette. Et donc elle coûte plus cher là. Alors, la réaction de marché ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que si ça coûtait plus cher, on va parler par exemple aujourd'hui d'un cas très concret, il y a une adjudication de dette aujourd'hui, le Trésor a levé 10,5 milliards de dettes. Ça s'est fait des conditions assez normales, aux conditions de marché en fait. Donc il n'y a pas eu de stress de ce côté-là. J'insistais juste sur l'écart, vous parlez tout à l'heure de la crise de la dette en zone euro. L'écart à l'époque, je prends un cas concret, le pic de stress qu'on a connu entre la France et l'Allemagne en 2011, c'était 190 points de base, c'est-à-dire 1,9% d'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand à l'époque. L'Italie, c'était 5,5% d'écart entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand. Ça, c'était la crise. Là, avant la dissolution, on était à 0,5% d'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, et on est monté à 0,8 d'écart. Donc, oui, entre le 0,8 et le 1,9 de l'époque, il y a encore de la marge, mais disons que les marchés se positionnent, se couvrent un petit peu. Voilà, il y a un truc qui s'appelle la BCE. Oui, la Banque Centrale Européenne. C'est ça. Anne-Sophie Alsif, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chef économiste de BDO, professeur également d'économie à la Sorbonne. Un mot justement sur une crise de la dette possible qui pèse tout de même sur tous ces discours des candidats pendant ces 15 jours de campagne. Oui, moi c'est vrai que je serais un peu plus alarmiste parce que, encore une fois, on l'a dit, il y a une réforme de ces normes justement budgétaires pour prendre beaucoup plus en compte le contexte de soutenabilité que le contexte de juste d'endettement. On l'a dit, il y a d'autres pays qui sont très endettés, on parle de l'Italie, on parle de la Belgique.
Qu'est-ce qu'on a vu pour la France et pourquoi justement il y a cet avertissement et à mon sens, ce n'est pas que la baisse des impôts qui est responsable de ça. Si on a ce déficit de 5,5%, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de croissance économique et que les recettes ont été moins importantes que prévu. Les dépenses se sont plutôt maintenues. Donc c'est vraiment pas assez de croissance et donc pas assez de recettes. Donc on n'a pas assez créé de richesse. Et ce qui est un petit peu compliqué pour moi dans les programmes, c'est que dans les trajectoires, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, eh bien, il y a très peu de mesures pour dire comment on crée de la richesse, comment on crée de l'innovation, comment on a des financements et surtout quelle est la trajectoire de désendettement. À gauche, on ne respectera pas les 3% et côté extrême droite, on n'a pas en fait de mesures, de recettes vraiment crédibles qui sont là. Donc c'est ça, moi, le point d'avis, c'est pas forcément le taux de déficit, mais c'est la trajectoire. Et là, dans cette nouvelle mandature, c'est un peu ça l'interrogation. Au moins, le gouvernement actuel avait dit l'objectif, c'est d'atteindre ces 3% en 2027. Il y a une trajectoire qui est claire, qui est fixe et un cap que les marchés financiers connaissent. En tout cas, Édouard Philippe, ce matin, devant le MEDEF, a évoqué cette crise de la dette possible. On va l'écouter. Est-ce qu'il y a un moment où la dette publique à un niveau important, c'est dangereux? La réponse est oui. Quand est-ce qu'on sait que c'est dangereux? La réponse est on ne sait pas. C'est pas 110% du PIB, c'est pas non plus 200% du PIB. Les Japonais vivent avec 200% du PIB, ils continuent à vivre. Ils ne se développent pas très vite, mais ils continuent à vivre. Le vrai moment dangereux, c'est quand on ne garantit plus à ses prêteurs et à ses partenaires qu'on est capable de tenir ses engagements. Là, ça devient un moment dangereux. Et ne racontons pas de blagues, si l'instabilité politique venait à s'installer en France, ou si nous donnions le sentiment que la question des finances publiques n'est pas sérieuse, qu'elle n'est pas grave, alors nous aurions à faire face à des difficultés considérables. Loïc Subran, votre réaction? Je ne sais pas, j'hésite entre le fait qu'il faut qu'il mette à jour ses logiciels économiques et qu'il compare un stock à un flux, mais ça on lui a déjà dit 20 fois, et le fait que ce n'est pas le niveau de dette sur PIB qui est le problème. C'est ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire c'est les besoins de financement pour lesquels on fait appel au marché. Et donc ce qu'on met en face en termes de recettes. Anne-Sophie parlait à demi-mot de l'Espagne. L'Espagne a réduit son déficit à 3% parce qu'elle a eu des recettes en face. Et donc en fait, la crise de la dette, ce n'est pas une crise de la solvabilité de la France. La vraie question, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a à un moment donné une peur sur l'adjudication de la dette? Donc c'est des crises de liquidité. Et de manière générale, c'est est-ce qu'on peut financer le flux? Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que dans les programmes, aujourd'hui, c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui ont beaucoup de dépenses, beaucoup de recettes. Donc la question, c'est est-ce que ça tient? C'est un peu le problème de l'extrême gauche. Donc c'est quoi? C'est le programme de la gauche? Oui, bien sûr. Oui. Et surtout, est-ce qu'il y a du consentement à l'impôt, en gros? Parce que les ressources, elles viennent des riches et donc il y a une question de fuite de capitaux, etc. À droite, moi je rejoins, enfin c'est quand même n'importe quoi. D'ailleurs ils le disent, c'est-à-dire qu'entre avant-hier et hier, moi j'ai fait les calculs, il y avait 40 milliards de privatisation d'autoroutes, ça disparaît, les 20 milliards des retraites, on ne sait plus vraiment, on voit Dupont et Dupont là sur un plateau, enfin c'est quand même... Il y en a un qui nous dit qu'il est libéral et l'autre il n'a rien compris. Moi ça m'inquiète vraiment, ça pour le coup, je donne gré à Philippe, c'est-à-dire que pour le coup, on ne sait vraiment pas ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un manque de crédibilité. Donc moi, je ne sais pas vraiment comment on gère le flux, qui est pour moi le plus important. Et donc, juste pour finir le flux, aujourd'hui, le service de la dette en France, c'est 2% du PIB. On était à 1,6% il y a encore 4 ans. Là, avec les plans qu'on a, on peut très vite monter à 3%, 4%. Et donc, en termes d'arbitrage, ça veut dire qu'on a des sujets on a moins d'argent pour financer d'autres trucs si on paye plus d'argent à nos créditeurs pour financer le coût de la dette. Ouais, je crois que tout le monde a compris ça. On va écouter justement Jordan Bardella. Mes ambitions, elles sont très simples. C'est remettre de l'ordre dans le pays, remettre de l'ordre dans la rue, remettre de l'ordre dans les comptes publics et surtout déverrouiller aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur la croissance. Benjamin Correa, donc déverrouiller les contraintes sur la croissance. Oui. Non, en sortant les migrants. Si vous voulez, en ce qui concerne le programme du FN... Il y a de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques de 20% à 5,5%. Ça, ils ont l'air de s'y tenir à peu près, le RN. Qui est une mesure... Un coût qui serait de à peu près 11 milliards d'euros par an. Oui, et en plus, dont les effets... pour les bénéficiaires présumés est hautement problématique parce qu'il n'est pas du tout dit que la baisse de la TVA sera répercutée sur le consommateur. La dernière baisse de TVA spectaculaire à laquelle on a assisté, c'était celle sur les restaurateurs et les restaurateurs se sont mis cette différence dans leur poche. Donc la seule mesure qui a l'air confirmée, parce que moi je suis comme vous, je n'ai pas regardé mon portable depuis une demi-heure, donc je ne sais pas quel est le dernier état de la proposition du FN. Bon, donc la scène du Rassemblement
Rassemblement national. Donc la seule mesure vraiment claire, quoi, c'est celle-là, et elle est complètement problématique quant à ses effets. Maintenant, sur le fond, et c'est pour ça que l'histoire extrême droite, extrême gauche, etc., bon, je veux bien, on est en campagne électorale, mais il y a quand même une différence fondamentale, indépendamment de la question des valeurs, c'est que du côté du RN, enfin du Rassemblement national, on s'est interdit de financer quoi que ce soit parce qu'on ne veut pas toucher, en fait, à la fiscalité pour ne pas effrayer et ne pas garantir. Donc il y a un certain nombre de dépenses annoncées et en face, il y a des broutilles. Côté front de gauche, on peut en discuter, on va en discuter, mais il y a un choc fiscal annoncé. Donc, on va y revenir sur la gauche. Donc on ne peut pas comparer des choses qui sont totalement incomparables. Donc ça, j'aimerais bien que ça soit posé dès le départ. Le président du MEDEF, Patrick Martin, qui a donc reçu ces leaders du parti, s'est exprimé justement sur le programme du RN. On va l'écouter. Quant au Rassemblement national, pardon de me répéter, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a du flottement. On n'a absolument pas compris, malgré les relances qui ont été faites, on n'a absolument pas compris quel serait le calendrier et la réalité en définitive de l'annulation de la réforme des retraites qui me paraît absolument fondatrice pour rééquilibrer les comptes publics. Mais ça a été dit par ailleurs également pour doper la production. On ne peut pas dire d'un côté ce qu'a dit M. Bardella, il faut que le pays produise plus et s'amputer d'une partie de notre force de travail. Anne-Sophie Alcifoul, parce qu'ils ont dit que ça serait plutôt à l'automne, mais normalement, ils veulent la faire, ils veulent revenir sur la réforme des retraites, le Rassemblement national. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en effet, surtout avec Éric Ciotti, quand on regarde les positions de la droite et de l'extrême droite sur ce sujet, ils ne sont pas du tout d'accord sur l'âge, parce que la droite, même à un moment, portait 67 ans. Là, on parle de 62, 60, même 60 pour les carrières très longues. Donc c'est vrai que rien que sur l'âge de départ, il n'y a pas vraiment de consensus. Alors c'est ça qui est vraiment très difficile, puisqu'il faut quand même le rappeler, cette réforme des retraites qui est passée a déjà des effets positifs sur l'économie. Quand on regarde la dernière note de l'INSEE, notamment sur le taux d'emploi des seniors, des 55-60 ans, vous avez déjà eu une légère augmentation, puisqu'en effet, plus vous décalez l'âge de départ, plus vous avez un taux d'emploi de la population active qui augmente. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, on peut vérifier dans les autres pays de l'Europe, qui sont passés, qui ont augmenté l'âge de départ. On l'a vu aussi quand on a fait les retraites, les réformes en France. Et l'objectif justement du gouvernement, c'était quoi? C'est d'avoir plus de personnes en population active pour produire plus et avoir plus de croissance. Parce que je rappelle encore une fois, le meilleur moyen pour se désendetter, ça reste la croissance économique. C'est pas la baisse des dépenses, c'est pas toujours plus de taxes, mais c'est créer plus de richesses pour pouvoir après la redistribuer. Vous rebondissez, vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord, Benjamin Corrière. En tout cas, sur cette réforme des retraites reportée, ça serait, le coût est quand même de 10 milliards d'euros. 17 milliards d'euros. Alors ça dépend des sources. C'est quelle source? Moi, je peux te dire 17, moi. 17 milliards d'euros. Alliance. Ça, c'est... donc si, justement, on revient sur cette réforme des retraites, donc à 62 plutôt que 64 ans. Ça serait ça. Un mot, Benjamin Corrière, je ferai ensuite réagir. Oui, non, je voulais juste revenir sur l'autre limite du RN, c'est que d'un côté, il ne se finance pas, et de l'autre côté, ce qui est quand même aussi très important, toute une série de mesures sont totalement suspendues à des décisions constitutionnelles. Par exemple, l'histoire de dire pas d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, c'est juste ridicule. Le Conseil d'État va dire égalité devant l'impôt, c'est terminé. Pareil sur toute une série de mesures, parce que leur grande réserve de ressources, elle est du côté de supprimer des ressources aux immigrés. Bien. C'est-à-dire installer la xénophobie au cœur du programme économique. Là encore, ça ne va pas être facile du tout, parce qu'il y a toute une série de décisions du Conseil constitutionnel qui devront être prises sur la question des allocations familiales. Supprimer l'aide médicale d'État, c'est juste complètement absurde et presque criminel, non seulement vis-à-vis des gens en situation de besoin, mais vis-à-vis des Français eux-mêmes, parce que, je veux dire, c'est maintenir une série de foyers d'épidémie. Je veux dire, c'est juste insensé. Alors maintenant, sur la question la grande question des retraites, alors ça c'est une question qui est tout à fait difficile, mais on ne peut pas faire comme si personne n'avait voté cette réforme des retraites. Personne. Elle n'est passée que par une série de 49.3 ou de défis de mise en censure. Donc cette retraite ne fait aucun consensus en France, aucun.
75 Mais elle a des à résultats, 80%. d'après ce que vient de dire Anne-Sophie Alsif. Bon. Non. Bah, si, Non. Quels les quelques effets Sur le taux d'emploi des seniors, il y a un impact. C'est juste les chiffres de l'INSEE, vous pouvez regarder. Oui, mais ça veut dire aussi que le passage à 64 ans, malgré le taux d'emploi des seniors, jette encore plus de gens dans la pauvreté et le chômage, parce que la faible augmentation du taux d'emploi ne compense pas. C'est exactement l'inverse, parce que comme vous maintenez des gens dans l'emploi, au contraire, les gens ne sont pas dans la précarité. C'est exactement l'inverse. C'est pour ça que vous avez un impact positif sur la création de richesse. Mais ne faites pas semblant de nous faire croire. Ne faites pas semblant de nous faire croire que 100% des 62-64 ans vont trouver un emploi. Mais c'est pas du tout ce qu'on dit. Là, on dit qu'il y a un impact sur l'augmentation du taux. On n'a pas dit que les 62 à 100%. On va pas vous mettre d'accord. On va avancer un petit peu. Non, mais je suis désolé quand même. Ça marche des choses qui sont différentes. En tout cas, à 62 ans, les gens touchaient leur retraite. Non, mais ma question est, est-ce que vous confirmez que le taux d'emploi des 55-60 ans dans la dernière note de l'INSEE a augmenté? Oui ou non? Oui. Bon, oui. Voilà, est-ce que pour autant, c'est ça la question. Est-ce que pour autant le nombre de gens supplémentaires jetés hors du marché du travail avec le passage à 64 ans n'a pas augmenté? Vous pouvez le confirmer, ça? Non, mais là, c'est pas ce que l'on dit. L'on dit il y a des impacts. En tout cas, non, mais c'est une autre question. On avance un peu, Benjamin Corrière. On avance un peu. Ludovic Subran, vous parliez du coût, parce que c'est intéressant. Le RN et le Front populaire, on va y revenir sur le nouveau Front populaire, donc veulent soit supprimer, réformer, en tout cas revenir sur cette réforme des retraites. Et vous, donc, vous l'aviez chiffré. Oui. Donc, quand on revient sur... c'est à peu près 10 milliards pour 2 ans. D'accord. Donc si on revient à 60, c'est 17. Enfin, c'est un peu moins que 20 milliards, quoi, en fait. Parce que si on revient de 64 à 62, c'est 10. Si on revient de 64 à 60, ce qui est proposé, c'est 20, en fait. Sur les marchés, justement... C'était tout ce que... Non, mais c'est bon, on va y revenir. Mais écoute, je peux faire la calculatrice, moi aussi. Non, on va y revenir avec le Front populaire. Je peux dire juste une chose, parce qu'il y a autre chose qui est intéressant aussi, et je ne mettrai pas d'accord Benjamin et Anne-Sophie ce soir, mais il y a aussi cette idée qu'en France, aujourd'hui, le travail ne paie pas beaucoup. Et ça, c'est un gros argument du Front National, etc. Il faut vraiment faire attention à ça, cette idée on ne peut pas redistribuer à tout le monde de la richesse. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, les gains budgétaires de la réforme des retraites, on les a mangés en indexant les retraites et du coup on est passé dans un monde où les retraités gagnent plus d'argent que les actifs. Et je crois qu'on est tous d'accord ici que si le travail payait mieux, et après on voit comment on le finance, que ce soit à gauche, à droite, au centre, c'est quand même un gros sujet en France aujourd'hui. On a un taux d'emploi, un taux de chômage très bas. En revanche, je trouve que le travail ne paie pas assez et le coût de l'inflation qu'on vient d'avoir sur les pouvoirs d'achat réels des gens, c'est la raison de la discorde qui s'est vue dans les urnes et qu'il faut absolument, contre laquelle il faut lutter. Et c'est ça le vrai sujet, les actifs. Les jeunes, voilà. Avant justement de revenir sur le programme du Front populaire, on va revenir sur cette réforme des retraites. Un mot justement sur le RN. Alexandre Baradez, est-ce que ce qui inquiète, c'est justement ce dont parle d'ailleurs le patron du MEDEF, mais pas seulement, cette incertitude, ce flou? Oui, c'est ce qu'on voit sur les entreprises. Alors, quand on parle du MEDEF, on parle des entreprises. Alors, nous, on surveille les entreprises cotées, alors les petites, les moyennes, puis les grandes. Les grandes, on les connaît tous, c'est celles du CAC 40. Et ce qui s'est passé après la dissolution est quand même très atypique, parce qu'on avait souvent tendance à dire, ce qui était vrai, que le CAC, c'est des entreprises mondialisées, qui font peu de chiffre d'affaires en France et beaucoup à l'étranger, donc que le CAC n'est pas la France. Et c'est une piqûre de rappel, parce qu'on a vu le CAC perdre 6% la semaine donc, de cette dissolution. Et on a vu notamment des réactions de marché, le marché très à l'écoute des programmes et des coalitions qui se forment, quand le nouveau front, donc la coalition de gauche s'est formée, que les micros ont été tendus, qu'on a commencé à parler de taxes sur les super profits, de taxes sur l'1% ou autre. Vous avez vu subitement sur le marché les écarts de taux se faire avec la dette allemande. C'est ce jour-là qu'on a touché le pic au niveau des écarts. Le CAC a accéléré sa baisse parce que oui, le marché est attentif à ce qui est proposé. Et tout à l'heure, Ludovic parlait effectivement de la Banque Centrale Européenne. C'est un sujet qui est un peu sensible parce que si on se souvient bien, en 2012, ce qui avait permis de resserrer les spreads, ça c'est un terme qu'on entend chez les banquiers centraux, c'est-à-dire souvent ils nous disent on n'est pas là pour resserrer les spreads, en gros on n'est pas là pour ramasser les pots cassés de vos politiques budgétaires déviantes. Mais Christine Lagarde, la première fois qu'on lui a posé la question il y a quelques jours, elle s'est contentée de répondre on surveille notre mandat et pour l'instant c'est bon. On lui a reposé la question quelques jours après et elle a dit pour assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire le mandat sur l'inflation, il faut aussi qu'on ait la stabilité financière. Et c'est là qu'on voit très bien que si la dette ou si les taux commencent à déraper parce qu'il y a un souci, la BCE interviendra, mais elle ne peut absolument pas dire maintenant qu'elle le ferait, sinon ce serait la porte ouverte à tous les programmes les plus fous. Et donc, elle doit se garder de réserve par rapport à ça, mais on sent bien que si ça devait déraper, comme à l'époque ça va déraper très très lourdement avec la Grèce, Italie ou autre, la Banque centrale a dû intervenir.
Sur le pouvoir d'achat, donc on y revient avec le programme du Front populaire, du nouveau Front populaire, l'augmentation du SMIC à 1 600 €, ça c'est une des mesures proposées. On va écouter là la réaction aussi du président du MEDEF. Et il y a un grand absent dans toutes ces savantes considérations économiques, c'est qu'à la fin des fins, il y a un marché. Et donc si vous avez des entreprises françaises dont les coûts de production augmentent, en l'occurrence à travers l'augmentation du SMIC, elles sont confrontées à des concurrents internationaux. On sait que la compétitivité salariale française n'est pas bonne à ce jour, elle se dégraderait donc. Et puis il y a beaucoup de clients, dont je tiens à le préciser, des clients publics, qui refuseraient des augmentations de salaire pour permettre aux entreprises de répercuter dans leur prix de vente ces augmentations importantes. Benjamin Correa, vous le soutenez globalement, ce programme du nouveau Front populaire, évalué par Valérie Rabault, qui fait partie d'ailleurs du mouvement, à 106 milliards d'euros de dépenses. C'est ce qu'elle dit. Bon, certains disent que ça sera jusqu'à 200 milliards d'euros. Moi, j'ai 125. 125. Puisque vous regardez. 125 milliards de dépenses supplémentaires. Oui, je le soutiens, bien entendu. Je le soutiens parce que je ne dis pas qu'il est totalement absent de risque, je ne dis pas ça, mais je dis que c'est jouable. Je dis que c'est jouable parce que le Front populaire joue carte sur table. Ça veut dire qu'il prévoit un choc fiscal important. Donc ça, il ne faut pas se le dissimuler. Ça, c'est la très grande différence avec le Rassemblement national sur le plan strictement économique. 14 tranches d'impôts. Bon, donc on va revenir à une pôle de progressivité, oui. On va revenir à une situation qu'on a connue dans les années 70-80. À l'époque, d'ailleurs, aux États-Unis, la dernière tranche était prélevée à 90%. Donc on va être encore en dessous, d'une part. Et d'autre part, une imposition sur les hauts patrimoines. Alors, si on suit Zuckman, qui est un proche de Piketty, qui a probablement conseillé le Front populaire, l'idée c'est 2% sur les hauts patrimoines autour de 10 millions d'euros. Donc tout ça fait beaucoup d'argent. Donc à partir de là, oui, je pense qu'il y a quelque chose de jouable. Je le dis comme je le pense, je le dis et comme économiste. Tout va se jouer sur le séquençage, c'est-à-dire dans quel ordre les choses vont-elles être faites et comment les recettes vont venir combler les dépenses. Ça va se jouer là, à mon avis. La réussite ou l'échec. Bon, quant au SMIC, c'est un choc, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais je veux dire, si l'économie ne sert pas, à commencer par les plus pauvres, on ne sait pas à quoi elle sert, mais pour les entreprises les plus en difficulté par rapport à une augmentation du SMIC de 200 €, il est prévu des transferts et des compensations. Donc, tout ça n'est pas encore chiffré. Mais, je veux dire, voilà, le Front populaire, ils savent ce qu'ils font. Anne-Sophie Elsif. Alors évidemment, c'est très différent de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans, puisque là, c'était on n'augmente pas les impôts, et Gabriel Attal est revenu aujourd'hui en disant on n'augmentera toujours pas les impôts. Là, choc fiscal, donc effectivement, ça ressemble un peu à quelle période, ça, celle de Hollande lorsqu'il est arrivé. C'est là qui est assez intéressant, c'est que c'est là qui est assez intéressant. 81, vous dites, et Hollande. L'histoire se répète. C'est vrai qu'Hollande avait été élu sur la finance, c'est mon ennemi, et sur la fameuse taxe des 75%, et a mis en place une politique de compétitivité avec le fameux CICE pour justement accroître la compétitivité des entreprises. Et c'est lui qui a commencé la politique de l'offre qu'ensuite les autres ont continué pour justement, encore une fois, créer de la richesse. C'est toujours le mot en te disant on crée de la richesse et ensuite on la redistribue. Donc ces politiques ont déjà été mises en place là. Là, en effet, il y a un vrai choc. Alors on dit taxer le capital, pourquoi pas? On peut le taxer au niveau que vous le souhaitez. Le problème, c'est comme vous le savez, le capital, il est mobile. Et que la France, la France, non, c'est faux, il faut encore il est regarder déjà localisé dans les paradis. C'est fini, donc vous me laissez finir. Donc, en effet, il est mobile, donc bien évidemment, vous pouvez tout à fait taxer, etc. Comme on avait eu la campagne sous François Hollande, c'était à peu près... Ça veut dire qu'il peut y avoir une fuite? Oui, donc le travail, c'est beaucoup plus difficile, donc c'est pour ça, en effet, qu'on le taxe plus, parce qu'il nous faut les ressources pour le modèle social, donc on peut faire ça, mais c'est vrai que ce sera plus difficile. Et puis, encore une fois, le fameux SMIC à 1 600 €, là encore, c'est pas une question on est pour ou contre, c'est qu'à mon sens, il faut d'abord se baser sur la structure des entreprises en France. On parle toujours des entreprises. Les entreprises, ça n'existe pas. Quel secteur, combien elles ont de salariés, est-ce qu'elles sont exportatrices ou pas? Moi, je dirais que ce serait une bonne idée si on avait des entreprises comme en Italie ou en Allemagne, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire dans l'industrie, très exportatrices, parce que ce sont des entreprises qui ont la capacité financière d'avoir ce genre de choc. En France, 90% ce sont dans les services et ces entreprises qui sont très peu exportatrices. Et puis vous avez l'autre partie, qui est le CAC 40, qui est très internationalisé. Donc pourquoi pas, mais à mon sens, ça ne correspond
correspond pas du tout à la structure économique que connaît la France des entreprises. Ludovic Subran. Deux choses, il y a en effet Est-ce que c'est d'abord 125 milliards de dispendieux, dépenses. comme dit... Un peu moins que le RN. C'est-à-dire que c'est 125 milliards de dépenses et puis à peu près 95 milliards de recettes. Donc en fait, le trou de financement, il est 3 fois moindre. Parce qu'il y a ce choc fiscal. Parce qu'il y a ce choc fiscal majeur, 95 milliards. Donc du coup, mais ça pose la question en effet de... Est-ce que c'est possible ce choc fiscal? Soit on est dans le camp de Benjamin, on dit le capital est déjà parti, donc en fait ça risque de faire plouf, parce qu'en fait il n'y aura plus rien à taxer. On peut faire une exit tax. Voilà, c'est ça. Soit on est dans le camp d'Anne-Sophie, on dit en fait il y en a encore, mais il va se casser. Et c'est vrai qu'il y a une partie qui, à mon avis, moi je suis très inquiet de cette fuite de capitaux. Après il y a l'autre question que vous posiez sur le SMIC. Alors ça c'est un gros sujet. Pourquoi? Parce que le vote... L'éternel sujet. Parce que le vote du... Cette histoire de compétitivité que le patron du MEDEF rappelle, elle est hyper importante. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que les 4 dernières années, pour répondre à la crise Covid, pour éviter récession, chômage, faillite, on a mis tellement d'argent qui s'est transformé en profit qu'on ne peut pas ne pas rééquilibrer quelque part. On a modéré les salaires avec le chômage partiel. Si on compare aux États-Unis, la croissance des salaires, ou ce qu'on voit maintenant, la perte de pouvoir d'achat du salaire, du revenu disponible à cause de l'inflation, c'est vrai qu'il y a un sujet de rééquilibrage. Est-ce que ça se fait par le SMIC? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a d'autres choses à faire, le coin fiscalo-social, c'est-à-dire baisser les charges, etc. Donc on pourrait faire d'autres choses. Mais je trouve que agiter le chiffon rouge de la compétitivité à un moment où la productivité de la France est à moins 6%, on est en décrochage total, etc. Moi, je ferai très attention à agiter ça parce que les Français n'entendent pas cette histoire de compétitivité. Ils ont envie de dire, vous avez des marges records, vous avez des positions de cash records. Peut-être que vous ne donnez pas assez au capital humain. Donc moi, je pense que si j'étais patron ou chef des patrons, je dirais attention, peut-être que l'augmentation des impôts, c'est pas bien, mais du coup, essayez d'influencer pour que le programme redonne du pouvoir d'achat au travail et donc du salaire. Parce que ça, c'est un vrai sujet et c'est, à mon avis, ce qui fait que le Front National est arrivé en tête. Mais c'est ce que disait aussi... un vote de classe. Oui. On va écouter Boris Vallaud, justement. L'effort fiscal moyen des Français est à 50%. Il est à 27% chez les milliardaires. Vous pouvez lever la main, les milliardaires, et je m'excuserai auprès de vous de l'effort que je vous demande de solidarité et du patriotisme économique, parce que vous avez bénéficié de nos subventions publiques et que nous sommes dans un moment de redressement national, de réarmement productif, d'affirmation de notre souveraineté. Et nous le ferons ensemble. Les milliardaires doivent faire un effort. C'est ça, en fait. Oui, non, mais bon. Ça, c'est le nouveau Front populaire. Il y a, comment dire, non seulement les milliardaires, mais sur une période beaucoup plus récente, l'inflation qu'on a eue, c'est une inflation tirée par les profits. C'est une inflation liée au fait que les entreprises, notamment de l'agroalimentaire, du transport maritime, de la pharmacie, etc., ont fait des profits comme elles n'ont jamais fait. Et c'est ça qui a tiré l'inflation. Je veux dire, quand on était petit à l'école, les économistes, on nous disait « Ah oui, l'inflation, elle est tirée par les salaires ». Non, là, on a eu un truc extraordinaire, tiré par les profits. Donc il faut taxer les profits. Oui, absolument. Alors, quelle est la bonne technique pour assurer ce retour? On peut en discuter. Donc ça, je suis parfaitement clair sur le fait qu'on peut en discuter. Mais sur le fait qu'il faut rééquilibrer, ça, il n'y a même pas de discussion. Enfin, me semble-t-il. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Alexandre Baradez, un mot quand même là-dessus? Vous parlez de phénomène de l'inflation, mais les salaires ont aussi beaucoup rattrapé. D'ailleurs, c'est ce qui pose un peu problème à la Banque centrale européenne aujourd'hui. Les chiffres du premier trimestre ont montré, donc au niveau des 19 européens, qu'on a 5 ou 5,5 de croissance des traitements et salaires au niveau européen. Alors qu'avant la crise Covid, on naviguait entre 2 et 3% en moyenne. Donc on a une progression post-Covid qui s'est installée des salaires, en grosso modo entre 4 et 6%. Et c'est ça qui pose problème d'ailleurs même en Europe et aux États-Unis pour ramener l'inflation plus vers les 2%, parce que les chocs logistiques se sont résorbés, mais il y a encore l'aspect salaire qui n'est pas générateur d'inflation, mais qui maintient l'inflation suffisamment élevée pour poser problème à la BCE, qui a fait une baisse de taux, mais qui pour l'instant ne se précipitera pas d'en faire une deuxième, sauf, on le disait, cas choc économique, stress majeur sur le marché de la dette ou autre, où là, obligée d'intervenir. Mais ce ne serait pas du coup un cadeau à faire, parce que si elle n'arrive pas à rééquilibrer un peu son mandat, c'est-à-dire à rééquilibrer un peu, baisser un peu les taux et continuer à diminuer le bilan, et qu'elle doit tout de suite réintervenir, alors qu'elle est dans une phase d'appurement, comme la Fed le fait aux États-Unis, de son bilan et de ses taux, c'est-à-dire qu'on retirait tout de suite des cartouches monétaires, alors qu'on pourrait s'en passer s'il n'y avait pas eu ce choc politique.
Non, le vrai sujet, c'est en effet sur les salaires, c'est plutôt le problème d'une fragmentation. C'est-à-dire que vous avez eu d'un côté des gagnants qui étaient déjà un peu des gagnants qui ont profité du Covid, enfin pas profité, mais en tout cas qui ont été moins impactés, c'est de la surépargne, c'est des gens qui dans certains secteurs ont eu des hausses de salaire de 10-15%, et par contre vous en avez qui en effet ont décroché, qui étaient déjà en intérim, en emploi précaire, etc. Donc quand vous regardez en fait l'évolution des salaires en termes général, voilà, de la DARES, vous êtes à des augmentations plus importantes que l'inflation, surtout cette année avec un rattrapage dans les services, mais c'est vrai que ce chiffre ne donne pas beaucoup d'informations. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment sur la classe moyenne basse qui a vraiment subi Covid et hausse des crises de l'énergie. Alors, le programme de la majorité Ensemble, on va écouter Gabriel Attal. Demain, avec nous, nous suivrons un principe, gagner plus et dépenser moins. C'est la mise en place pour les classes moyennes, pour les Français qui travaillent dur et qui ont le sentiment de toujours payer pour les autres, d'un véritable paquet d'actions dès les premières semaines. Concrètement, c'est la facture d'électricité qui va baisser de 15% dès cet hiver pour tous les ménages. Une facture qui baisse grâce à la réforme du marché européen de l'électricité, une réforme à laquelle la NUPES, comme le Rassemblement national, s'oppose. Bon, Ludovic, ça fait combien? Justement, je regardais, on ne sait pas parce que moi, j'ai rien compris. La facture d'électricité. Si la baisse d'électricité, je peux te dire, ça coûte à peu près 4 milliards. Donc c'est pas mal. Mais c'est très intéressant parce que ce matin, ils viennent avec une idée, on va faire une plateforme programmatique. D'ailleurs, il y avait Philippe et le maire qui étaient chez le MEDEF et lui qui faisait sa conf de presse en même temps. Et au final, on n'a pas vraiment compris. Moi, pour l'instant, j'ai pas de liste de mesures à chiffrer. Oui. Mais plus grave que ça, c'est-à-dire que cette phrase-là, on l'a déjà entendue 3 fois, 4 fois, exactement la même. À chaque coup, que ce soit aux Gilets jaunes, que ce soit après Covid, que ce soit quand on a eu la guerre en Ukraine, on a toujours entendu la même phrase. Sur la facture d'électricité. Enfin, de manière générale, sur cette histoire de travailler plus, dépenser moins. Oui, travailler plus, dépenser moins. Et puis on a quand même dépensé plus, travaillé plus, parce que là, pour le coup, il y a France Travail, on a 7% de chômage, ok. Mais en revanche, c'est pas du travail qui paye, encore une fois, et c'est pas du travail productif. Donc moi, ce que j'attends du gouvernement là, on parlait du coin fiscal et social, enfin, il y a quand même toute une série de mesures qui seraient acceptables pour le cercle de la raison, qui seraient, à mon avis, à mettre sur la table, parce que maintenant, il faut miser gros si on veut être entendu, pas seulement par le patronat, mais par les Français. Je cite rarement Nicolas Sarkozy, mais quand Nicolas Sarkozy donne une leçon de politique à Emmanuel Macron en lui disant que c'était pas la peine de dissoudre, il suffisait d'entendre les Français ce qu'ils ont dit avec les scores des élections européennes, moi j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont donné une leçon d'inflexion de la politique économique et certainement d'autres politiques publiques qui, moi, ne sont pas ma spécialité. Je trouve que là, j'ai pas entendu cette inflexion. Un mot justement sur l'exonération des droits de mutation. Anne-Sophie Alsif, ça aussi, ça fait partie des annonces justement de Gabriel Attal, c'est-à-dire en fait une suppression des frais de notaire, c'est ça, sous condition de ressources. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire, parce que je veux dire, quand on voit l'état de la pauvreté en France... Anne-Sophie Alsif, allez-y. Donc si on répond à cette question que vous avez précisément posée... Parce que c'est partie des mesures proposées. En effet, c'est une mesure qui est intéressante parce que c'est un secteur qui a souffert de la hausse des taux, même si voilà, pendant 10-15 ans, c'est plutôt un secteur qui a profité justement d'avoir des taux historiquement bas, mais surtout qui a vraiment été pénalisé, on l'a dit, c'est encore les jeunes qui ont déjà les taux de pauvreté, les problèmes d'accession à la propriété qui sont importants. Donc c'est vrai de dire qu'il va y avoir une baisse pour cette catégorie-là, parce que c'est plutôt les jeunes et les primo-accédants, dans un contexte où souvent les banques demandent un apport à ces jeunes qui est le montant des frais de notaire. Donc là, l'idée, c'est que vous avez un montant qui est plus faible. Et bien, ça coûte combien? Vous aurez c'est 8 à 9% de votre bien, donc si vous êtes à 250 000. Et donc, ça vous permettrait d'avoir plus facilement accès à votre crédit bancaire. Donc voilà, c'est un plus, en tout cas pour les jeunes, qui ne sont pas souvent malheureusement mis au cœur de la campagne, qui n'est pas négligeable. Et ça coûte combien? 2 remarques. 1 milliard. 1 milliard. Oui, non, mais c'est une mesure d'abord qui vise des classes moyennes, parce que pour aujourd'hui les accédants, c'est vraiment une minorité. Donc vous dites tout à fait classe moyenne plus, c'est ça que vous voulez dire? Classe moyenne plus, c'est ça que vous voulez dire? Oui, classe moyenne plus, bien entendu. Bon, l'autre point sur lequel, pour moi, je veux dire, ça qualifie, ça qualifie absolument. Ça permet aux jeunes d'avoir accès quand même à mais non, ne dites pas aux jeunes. Moi, les jeunes, je suis à l'université, je les fréquente tous les jours. Moi aussi, je suis à l'université. Bon, alors, sous condition de ressources. On ne va pas être dans la même, parce que les miens, il y en a peu qui sont des accédants à la propriété. Donc pour vous, c'est insuffisant, de toute façon, si j'ai bien compris. Mais non seulement c'est insuffisant, mais en plus, c'est un ciblage qui n'est pas décent.
dans la période dans laquelle on est. C'est une vision à la fois techno et de droite. C'est pas décent par rapport à la situation dans laquelle on est, c'est pas décent. Comme l'histoire de dire, je passe la prime Macron de 3 000 à 10 000, mais il peut la passer à 30 000, parce que c'est purement volontaire, d'une part, et d'autre part, la moyenne du versement de la prime Macron jusqu'à présent, c'est 860 €. Avec, vous voyez, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point, des inégalités terribles hein, entre les cadres des grandes entreprises et les gens des petites entreprises qui ne l'ont pas vu. Donc vous voyez, on est, je sais pas moi, sur un arbre de Noël, hein, alors que la France est dans un état catastrophique. Je peux dire juste un truc, c'est juste pour mettre l'effet faire valoir est quand même catastrophique. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez dire par l'effet faire valoir? Alors les droits de mutation passe de 12 à 8 pour le machin. En face, je dis juste, exemption d'impôts pour les moins de 30 ans, Front National, 4 milliards, revenus basiques uniques pour les jeunes, etc. C'est-à-dire que lui, il est dans la mesure, alors je bouger les trucs de mutation machin, et les autres, ils te filent du cash. Donc c'est plus raisonnable, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais c'est pas. Je pense pas que c'est vécu comme plus raisonnable. C'est vécu comme à la mesure des problèmes posés. Complètement sous-dimensionné par rapport aux problèmes. Oui, mais les autres sont vécus comme étant des dépenses totalement dispendieuses. Juste un truc alors. Dans ce cas-là, on peut pas. Avec un FN à 40%, c'est de la stabilité qu'il faut faire. Moi, je pense que de baisser les droits de mutation, ça ne relancera pas le marché de l'immobilier pour les primo-accédants. Et surtout, juste avant, on était sur. Je vous rappelle, il y avait quand même des commissions d'enquête sur les rentes. Macron n'a jamais rien voulu faire pour l'immobilier. Et là, une des mesures qu'il annonce, genre mesure phare, c'est baisser les droits de mutation. Moi, j'avoue, j'ai du mal à trouver la boussole. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas suffisamment de cohérence, il n'y a pas suffisamment... Non, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ce sont des mesures... De tout le monde. Moi, c'est hyper décevant. Quand on oppose les extrêmes et quand on nous dit ça c'est pas crédible, ça c'est pas crédible, et on vient avec des petites cacahuètes. Oh non, c'est pas sérieux. Et dans une situation où le FN et l'extrême droite est à 40%, ça veut dire qu'on n'a rien entendu, mais rien. On continue comme avant. Alors après, on peut aussi dire qu'on a entendu en effet avoir des programmes à 100-150 milliards non financés. Donc oui, on peut faire ça. Non, c'est pas vrai qu'ils ne sont pas financés. On peut faire ça, mais on ne peut pas avoir cet argument en disant c'est pas financé quand ça concerne le parti que vous soutenez et pas le cas quand c'est la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut quand même être vous pouvez pas dire que c'est pas financé. Dire que c'est pas assez, c'est sûr, c'est pas ça qui va régler le problème du logement en France, hein, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'en effet, les jeunes et notamment les jeunes actifs ont été aussi très sacrifiés dans la hausse des taux. Bien sûr, c'est pas des milliards et des milliards, mais au moins c'est une mesure qui est finançable et ça peut permettre quand même à beaucoup de jeunes, alors peut-être que c'est pas ceux que vous préférez, mais en tout cas d'avoir quand même accès à la propriété. Un mot, moi, que j'aime ou que j'aime pas, il y a des jeunes qui peuvent avoir accès. Peut-être pour parler de ce patriotisme économique. Lorsque Boris Vallaud parle de patriotisme économique, est-ce que c'est le bon terme? Oui. Devic suivant. Et je pense que d'ailleurs c'est pas au niveau français, c'est au niveau européen. Non, le patriotisme c'est pas du protectionnisme. Au niveau européen aujourd'hui, le risque qu'on court c'est de devenir l'Argentine, parce que quand vous avez de l'argent aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, parce que si vous achetez des magnifiques 7, les 7 magnifiques, vous faites beaucoup d'argent. Donc en fait, on a besoin de patriotisme économique. On a besoin de financer nos transitions avec notre épargne. Et donc, peut-être pour Boris Vallaud, c'est au niveau de la France. Moi, je pense que c'est au niveau de l'Europe. Et c'était ça, le sujet des élections européennes. C'était pas les migrants, c'était pas tout ça. Le sujet des élections européennes, c'était donner un avenir à l'Europe où on perd pas notre avantage comparatif sur le vert. On a un modèle de protection sociale qu'on défend. Et donc, pour ça, il faut un modèle de patriotisme économique. Moi, je trouve que ces deux mots vont très bien ensemble et on devrait d'ailleurs les mettre en avant. Ça sera le mot de la fin. Pardon. Merci beaucoup Ludovic Subran. Merci beaucoup Benjamin Correa, Anne-Sophie Alsif. Merci Alexandre Baradez. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et également en podcast